C'est bon. 1, 2, 1, 1. Ouais, c'est bon. Allez, va quand tu veux. Vas-y, c'est toi. Bonjour Sébastien, merci de nous accueillir à Kyoto, qui est ta ville depuis 2 ans maintenant. La première question, c'est que fais-tu ici? Bonjour David, et welcome donc, irashaimase, bienvenue à Kyoto. Ici, j'écris des polars pour la série noire, j'en traduis aussi pour eux. Puis j'apprends le japonais, je découvre la ville, le Japon, un peu chaque jour. Sukoshi Zutsu. Alors tout à l'heure, tu nous expliquais que tu voyageais énormément, que tu étais venu ici et que, alors que tu étais de passage, il y avait eu comme une évidence de rester ici pour toi. Ouais, enfin je voyageais pas mal avant de venir ici. Depuis 2 ans maintenant, j'ai pas trop voyagé en fait. Sauf à l'intérieur du Japon, mais pas à l'extérieur. Je crois pas que je suis... Non, je suis pas allé ailleurs. Et ouais, en fait, je pense que j'étais pas mal en Asie du Sud-Est avant, en Thaïlande, Laos, Cambodge, et jamais en Extrême-Orient, alors que le Japon était une destination évidente pour moi depuis peut-être le début des années 2000, quand j'ai commencé à voyager. Et je pensais au départ en fait multiplier les voyages pour peu à peu appréhender la culture. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Je suis allé en Asie du Sud-Est, j'ai traversé la Chine, je suis allé en Corée, je suis resté quelques semaines à Séoul. Et le jour où je suis arrivé ici, au bout de quelques heures, tous mes plans étaient par terre et je savais que je repartais plus d'ici, quoi. Ouais, ça c'était évident. Enfin, je repartais en France vendre ma voiture et terminer le bail de mon appart, c'est tout, quoi. Point barre. La question ne se posait pas, quoi. C'était évident. Ouais. Alors c'était une évidence pour toi, par contre, il me semble que c'est assez compliqué pour un étranger de s'installer au Japon. C'est un pays qui est très fermé de ce point de vue-là. Comment ça s'est passé pour toi? Pas tant que ça en fait. Je connais d'autres gens qui sont arrivés au Japon, des Français, notamment un, qui est arrivé sans parler japonais comme moi. Sans projet de travail. Il voulait travailler là mais il ne savait pas quoi faire, il ne savait rien, mais il a quand même réussi à s'installer, à avoir un visa de travail. Maintenant il vit là depuis 2011 je crois. Mais il y a deux côtés avec l'administration japonaise. C'est hyper strict, on ne sort pas des cases, c'est impossible. Alors c'est très facile pour des gens qui sont par exemple enseignants, qui viennent bosser dans une fac au Japon ou qui viennent travailler pour une entreprise française installée au Japon. Ils sont pris en main intégralement par à la fois leur employeur et par l'administration japonaise, où il y a des fonctionnaires qui travaillent spécialement pour ces étrangers-là. Les mecs, ils n'ont rien à faire. Tout c'est sur des rails, quoi. Ce qui concerne la mutuelle, l'équivalent de la sécurité sociale, tout est pris en main. Après, pour les cas particuliers comme moi, où j'ai pas d'employeur au Japon, où je rentre pas dans des cases au Japon, j'écris des bouquins en France pour un éditeur français, j'ai pas d'employeur ici en fait. Donc là, la plus grande difficulté pour eux, c'était de comprendre dans quel cas ils pouvaient me ranger. Et ceci dit, ils ont une patience incroyable pour expliquer les choses. Et quand je me rappellerai toujours à la mairie de Sakyoku, je vais faire des papiers, je sais plus pourquoi, et j'ai compris au regard de la dame qui était derrière le guichet qu'elle n'avait jamais vu le cas de figure et que pour elle c'était dramatique de ne pas pouvoir répondre à la question que je posais, quoi. Je me suis dit bon, il faudra revenir. Je m'imaginais, tu vois, un scénario kafkaïen comme l'administration en Europe, quoi. Elle a appelé 5 collègues. 3 minutes après, il y avait la réponse, le papier, il faut remplir ça, la case là, et c'était terminé, quoi. Donc à la fois, c'est très rigide, parce que les lois, ils ne sortent pas des cases, ils ne sortent pas des rails, tout est très cadré, et en même temps, c'est d'une efficacité redoutable, quoi. Et on peut toujours trouver un cas de figure où on correspond à tel ou tel truc. Si on veut vraiment s'installer, oui, on peut le faire. Ouais. Exemple, si
si on n'a rien, si on n'a pas de travail, on s'inscrit dans une université pour apprendre le japonais. Et là, on a un visa d'étudiant qui dure, je crois, les 2 premières années d'études. Il y a toujours un cas de figure pour ceux qui sont motivés pour s'installer. Ouais. Tu écris des polars, tu es également éditeur. Tu nous disais que tu étais traducteur, donc tu traduis de japonais à français? Non. Japonais, je pourrais tout juste traduire des livres pour enfants. Et je sais pas si tu connais Guri Togura, les 2 souriceaux. C'est super connu. Je lis ça pour apprendre. Ouais, c'est génial, t'apprends plein de mots. C'est vraiment bien. Donc ça, c'est à ma portée. Non, le reste, c'est des polars américains. Le Marcus Sake, la trilogie, ou Ewan Colfer qui a fait un hors-série Artemis Fall, qui a fait un polar complètement déglingué avec des genres de pieds nickelés dans la mafia de New Jersey, c'est assez marrant. Et là j'ai traduit un rural noir bien costaud aussi, hard-boiled version rural noir de Frank Wheeler, qui s'appelle, en français on l'appelait L'Ordre des choses, et il sort à l'automne à la série noire. Ouais. Donc, série noire où tu écris. Tu nous expliquais que tu étais sur la fin du 3e livre pour la série noire. Est-ce que cette série, alors je ne sais pas si c'est une trilogie, est-ce qu'il y en aura d'autres après, est-ce que cette série, tu l'as commencée quand tu es arrivé ici au Japon? J'ai rendu le premier tome, L'alignement des équinoxes, à Aurélien Masson en juin 2014. Et juste après, je partais en Asie. Et j'avais prévu d'aller au Japon. C'était devenu évident. Je ne sais pas pourquoi, comme si ça m'avait soulagé de quelque chose de rendre le manuscrit en lien. Mais le premier, je l'ai écrit donc en France. C'est le Sagittarius, le volume 2, je l'ai écrit ici. Et Minuit à contre-jour, le volume 3, que j'ai terminé hier. Pareil, c'est ici. Et c'est assez étonnant d'écrire dans un pays où on ne comprend pas la langue. Je dois avoir le niveau d'un gamin de 6 ans japonais, peut-être même pas. Et le seul rapport au français, c'est la lecture et l'écriture. Et il y a un rapport au langage qui devient beaucoup plus fort, beaucoup plus physique. Je ne m'étais pas rendu compte de ça avant en vivant en France. Mais ici, c'est quelque chose qui devient évident, quoi. Il y a vraiment je ne saurais pas l'expliquer autrement que par vraiment un rapport physique et sensible aux mots, quoi, où tout acquiert une texture, des couleurs, ou des sons. Je le ressentais déjà en France, mais c'est une façon beaucoup plus accentuée ici, quoi. Est-ce que de ce fait-là, apprendre une autre langue, donc une autre façon de parler, de s'exprimer, change ta façon d'écrire, hein? Je pense que ça s'imprègne peu à peu, ouais. L'écriture s'imprègne de toute la culture qu'il y a ici, de la vision du monde, la vision de la vie, des choses, des rapports humains, du temps, de l'espace. Ça imprègne forcément l'écriture, ma personnalité, ma personne, et donc forcément l'écriture aussi, ouais. Le japonais, par exemple, utilise très peu de pronoms. Et c'est surtout des prédicats qui sont commentés, quoi. Mais c'est très rare de dire je ou de. À part quand il n'y a pas le choix, quand on veut vraiment préciser ou quand ça peut porter à confusion. Mais sinon, on parle vraiment des choses. Par exemple, on ne dit pas j'ai faim, on dit l'estomac est vide. Et on ne dit pas mon estomac est vide, on dit l'estomac est vide, mais ça ne peut être que le mien. Parce que le tien, je ne sais pas. Donc, c'est vraiment un rapport au monde complètement différent, quoi. Donc pour l'instant, j'ai comme un niveau vraiment débutant en japonais, mais dans la vie de tous les jours ça va, je peux m'exprimer, mais pour lire les kanji, le journal, là c'est vraiment dur, quoi. Donc il y a tout un espace vide en fait, qui se comble, qui se remplit peu à peu avec tout ce qu'on ressent dans la vie de tous les jours. Moi j'adore me balader, rencontrer des gens, et spontanément en tant qu'étranger, il y a des gens qui viennent parler avec moi au bord de la rivière, ou alors dans le dojo où je fais du iaido. Je suis le seul étranger là-dedans. Et les gens sont curieux, sont bienveillants envers moi, pour tout m'expliquer. Et donc on comprend, au travers de cet art martial, je comprends leur approche à eux. Avant j'avais fait des arts martiaux en France, mais les cours étaient en français forcément. Là non, tout est en japonais, il n'y a pas un mot en anglais, c'est hors de question. Et donc les gens ont une bienveillance et viennent m'expliquer, s'assurer que j'ai bien compris. Et à travers de ça, de leur sollicitude, je découvre aussi leur rapport à l'art martial, comment ils font ça dans leur vie, comment leur rapport à la tradition, leur rapport parce que c'est quelque chose de séculaire évidemment. Donc en fait il y a
il y a énormément d'aspects différents au travers desquels je découvre cette culture, et c'est mille facettes. Et ouais, je suis impressionné tous les jours, quoi. Au début de notre voyage, nous avons rencontré à Tokyo une tatoueuse qui nous expliquait la difficulté de son art, notamment avec ce problème que peuvent avoir les Japonais avec le tatouage et les yakuza et la mafia. Donc on le voit, tu es tatoué. Quel est ton point de vue sur le tatouage au Japon? Tu ressens une ostracisation des tatoués ou des personnes qui sont tatouées? Non, non. Déjà parce que je suis un gaijin, donc pour eux, je suis forcément un kichigai, quoi. Un gaijin tatoué, c'est un kichigai, tu vois, un esprit différent, ça les amuse. Mais quand ils voient qu'effectivement, il y a des poèmes très célèbres en japonais qui les remarquent, ils se disent mais comment il connaît ça, lui? Comment le gaijin il connaît Otadokan ou comment il connaît Dogen? Pourquoi il a tatoué ça? Donc ils viennent plutôt me poser des questions. Mais en général, si un japonais te fera jamais ressentir son désaccord, c'est plutôt par l'ignorance qui marquera sa désapprobation. Il affirmera pas qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'es tatoué, t'es pas japonais, t'es pas yakuza, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Parce que c'est très cadré, les yakuza sont tatoués, et par là même ils marquent sur leur peau qu'ils sortent du cadre social, du contrat social normal, quoi. Bien que les yakuza jouent un rôle dans la société, parce qu'ils canalisent la délinquance. Bon, et forcément, il y a des frottements, des grincements, il y a des meurtres, surtout à l'arme blanche, mais ça concerne... Enfin, c'est un monde parallèle dans un monde parallèle, quoi. Mais sinon, non, personnellement, il n'y a pas de... Il y a les onsen, où la plupart, je ne peux pas aller, sauf certains qui se font une espèce de publicité en disant on accepte les tatoués. Mais sinon, les sento, alors là, je peux y aller, il n'y a aucun problème. Tous les sento, je peux aller me baigner sans souci, quoi. Faudrait demander plutôt à un japonais, quoi. Bien qu'il y ait plein de jeunes qui se tatouent des parties du corps qu'on ne voit pas. Le tatoueur que j'ai à Kyoto a du boulot par-dessus la tête. Si tu veux un rendez-vous, c'est pas avant 3 mois, quoi. Et il ne tatoue pas que des yakuza, évidemment, mais plein de japonais aussi, mais des trucs plus discrets qu'on ne voit pas. Mais il y a un rapport traditionnel, quoi. Ils sont assez... qu'est-ce que ce gaijin a fait avec des tatouages japonais, quoi. Alors ça les amuse, et quand ça les amuse pas, ils le manifestent pas, donc j'en sais rien, quoi. Quand tu as su qu'on venait et qu'on souhaitait te rencontrer, tu nous as dit que tu allais nous faire visiter un endroit peut-être en dehors de ce qu'on connaît traditionnellement de Kyoto, en dehors des pavillons d'or, d'argent, etc. Quel est ce lieu? C'est le sanctuaire de Shimogamo, mais il y a plein de... qui est au nord-est du palais impérial. Bon, il y a plein d'autres endroits où il faudrait... où on peut aller, comme le sanctuaire d'Enkoji, où il y a la tombe de Tokugawa Ieyasu, qui est le fondateur de l'ère Tokugawa, donc en 1603. Et sa tombe est là, tout le monde peut la voir. C'est un personnage historique énorme dans l'histoire du Japon. Et pourtant, tout le monde peut aller sur sa tombe. Et même peu de gens savent qu'elle est là, en fait, parce qu'il en a 3. C'est des reliques, en fait, les tombes sont des reliques. Il y a le sanctuaire de Musashi Miyamoto, qui est très célèbre aussi. Mais Shimogamo, en fait, j'avais pensé à t'emmener là parce que c'est le plus vieux, en fait, qui a été consacré comme protecteur de la ville. Quand la famille impériale s'est installée de Nara à Kyoto en 794, la famille Kamo a dessiné en fait le palais impérial qui se trouve là. Et au sud-est donc de Shimogamo qui est là, qui est dans le Y formé par la Kamogawa et la Takanogawa. Et pourquoi ils ont dessiné et construit le palais impérial au sud-est, c'est que c'est l'endroit favorable au sud-ouest, c'est que l'endroit favorable aux protections des esprits, des kami. Les kami doivent être au nord-est. Donc le temple de Shimogamo est au nord-est du palais impérial. Comme le mont Heiyei qu'on voit là-bas, et au nord-est de la ville. C'est un des plus grands monts, c'est même une montagne qui entoure le nord de Kyoto.
Et donc c'est un temple, c'est un sanctuaire, pardon, l'un des principaux sanctuaires. Du fait qu'il soit au nord-est, c'est celui qui a la plus grande influence sur la ville. Et Shimogamo est assez intéressant parce qu'il a été conservé en l'état depuis. Il a été construit avant 794, il a été consacré comme protecteur officiel, enfin lieu des esprits protecteurs de la ville et de la famille impériale en 794. Il date d'avant, on ne sait pas trop, j'ai lu pas mal de bouquins d'histoire, mais il n'y a pas de date précise. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les essences de l'époque ont été conservées. Rien n'a été rajouté ni enlevé. Et le parc qui l'entoure est assez grand et il y a plusieurs sanctuaires à l'intérieur. Il y a le sanctuaire principal de Shimogamo, mais il y en a plein en périphérie dans le parc. Et c'est vraiment des balades intéressantes. C'est là où il y a le festival de Yabusame tous les ans en début mai. C'est cette fameuse tir à l'arc à cheval où les mecs tirent sur des cibles en bois maintenant, avec des juges, enfin selon un protocole qui date de la période Heian, donc du 8e siècle. Et c'est vachement intéressant. C'est un lieu où plein de Japonais se retrouvent parce que c'est très proche de Demachi Anagi, donc où il y a le Y dans la rivière. Et c'est un lieu de rendez-vous, c'est un lieu vraiment tranquille. C'est la campagne au cœur d'une ville d'1,5 million d'habitants, quoi. C'est un chouette endroit. Enfin, j'espère que ça va te plaire. Bon, on va voir ça tout de suite. Merci Sébastien. Merci à toi.